Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale que j'ai le plaisir de co-présenter avec mon confrère de Canal 3 Bénin, Éric Guédénon. Cette émission spéciale reçoit une personnalité clé du paysage institutionnel de notre pays. Ces 100 derniers jours, on l'a beaucoup vu. Il a traversé le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il a dévalé plusieurs centaines de kilomètres à la rencontre des populations. Le président du Conseil économique et social est notre invité. Bonjour, Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Merci. Bonjour, Président. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Merci, prenez place. Serge Yaka, vous l'avez évoqué, notre invité est Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social, discret entrepreneur à succès depuis plus de 30 ans. Vous êtes un acteur social engagé pour le développement territorial. Vous l'avez d'ailleurs prouvé dans vos pérégrinations entre le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France. Vous avez pu asseoir de véritables entreprises et accompagner diverses initiatives entrepreneuriales. Vous êtes un véritable passionné de l'entrepreneuriat, de sorte qu'on en arrive à oublier vos formations de base. Vous êtes mathématicien, mais aussi expert en sciences politiques. Vous êtes polyvalent, Monsieur le Président, je dirais plutôt protéiforme, un véritable homme de terrain. Et c'est à dessein que vous vous posez quelques minutes ici à Paracou pour qu'ensemble nous fassions le point des actions menées et des défis relevés. Cette émission nous offrira aussi, je vous le dis, l'occasion d'explorer les priorités de votre mandat et d'entrevoir les perspectives pour l'avenir avec un fort accent sur les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent notre pays aujourd'hui. Merci donc, Monsieur le Président, de nous recevoir ici à Parakou, Charbandil, dans le Septentrion, avec ce public, avec le participant qui attendent une discussion éclairante, franche, sur une institution longtemps mal perçue, considérée même comme une institution budgétivore, qui se redécouvre elle-même chez public et chez participants. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous aurez justement la parole de poser vos questions directement président. Alors, Monsieur le Président, je vais croire que vous vous portez bien. Cependant, le CES, comment se porte le CES? Merci beaucoup, éminent journaliste. Je suis heureux d'être ici avec la population de Parakou. Je salue donc tout ce public ici présent. Je salue également les téléspectateurs. Je salue la population béninoise. Et donc, comme vous voyez, je me porte plutôt très bien, toujours apte à servir mon pays, à servir les actions publiques. Et je suis encore plus heureux, bien portant, dans la mesure où j'ai la chance de présider cet instrument important, cette institution, le Conseil économique et social, une institution au service des institutions, une institution au service de la population. Et en servant cette institution, justement, se porte de mieux en mieux. Donc je vais mieux, l'institution également va de mieux en mieux, et je suis sûr que mes collègues aussi, de tous les départements, se portent très bien. Alors, 100 jours pour parcourir le Bénin, il faut avoir suffisamment de l'énergie pour le faire, et puis vous l'avez fait. À la fin, qu'est-ce qui fait courir le président Conrad Baguidi? Conrad Baguidi ne court pas, je dirais, c'est le rythme normal. Sinon, je vous invite à vous préparer, parce que ça ne va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence à parler aux populations. Il y a une urgence à fédérer l'ensemble des Béninois autour d'un enjeu qui est la nation. Il y a l'urgence à pouvoir prendre en compte les préoccupations des populations, euh, ainsi qu'à leur parler pour leur expliquer ce qui se fait dans chacune des institutions de la République. Donc il faut aller vite, et donc ce n'est pas dans les bureaux de Cotonou qu'on se rapproche des populations, c'est sur le terrain. Donc je pense que nous allons avoir un rythme qui sera celui-là, que j'estime plutôt normal, parce qu'il faut aller vite sur ces différents enjeux. C'est important. Notre pays est en construction. Nous devons faire en sorte que les institutions jouent leur rôle. Le rôle du CES est donc de pouvoir aller sur ces différentes préoccupations-là. Et je pense que on va continuer ainsi. Mm. Monsieur le Président, vous êtes à la tête d'un CES en pleine transformation, un CES nouveau, réformé, justement.
En quoi est-il différent? Mais avant de vous laisser répondre à cette question, nous allons suivre cette mini-enquête réalisée par notre collègue Ariane Da Silva. C'est l'une des institutions de la République consacrée par la Constitution. Le Conseil économique et social a un rôle d'assemblée consultative et peut être consulté par les pouvoirs publics pour donner son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, mais aussi sur des propositions de loi. Le Conseil économique et social travaille, produit des rapports, donne des avis, fait des recommandations, mais il appartient au président de la République d'en assurer la publication. C'est donc pour répondre efficacement aux enjeux contemporains que plus de 30 années après sa création, le CES effectue sa mue. Première étape, la réforme de la loi organique de l'institution. Dans la composition même, avec la loi de 92, c'était 30 conseillers. Mais avec la nouvelle loi de 2024, nous sommes passés de 30 à 117 conseillers. Nous avons 9 conseillers par département. Et au niveau national, nous avons également 9 conseillers. Des conseillers membres du Conseil national du CES qui ont été installés le 24 février 2025 par le chef de l'État. Désormais, leur mission sera de se positionner comme des relais entre les citoyens et les gouvernants. L'innovation forte, elle ne vient pas ex nihilo, elle vient d'un constat que le pays a besoin de se développer vite. Et donc, du coup, au lieu d'être ensemble pour faire des études de recommandation, on va aller plutôt vivre avec les populations, connaître leur réalité, leur parler, les écouter. Et donc, du coup, le CES devient une très grande oreille qui écoute l'essentiel de la population, où qu'elle soit, pour, à partir de cette écoute, parler au chef de l'État, pour faire le constat de ce qui se passe sur le terrain. Et dans ces nouvelles missions, le Conseil national peut compter sur son réseau de CES départementaux. La territorialisation du Conseil économique et social, c'est une innovation majeure. Aujourd'hui, le Conseil économique et social existe dans tous les départements. Et l'objectif, c'est surtout le contact avec la communauté, la proximité avec les acteurs que nous servons, puisque toutes les institutions de l'État sont au service du peuple, sont au service de la population. Autre innovation majeure, le Conseil économique et social réformé devient un cadre d'expression des différentes chambres. La chambre de l'agriculture qui va alimenter la chambre du commerce, la chambre de l'artisanat qui va aussi alimenter la chambre de commerce, la chambre de commerce elle-même qui est dans le Conseil économique et social, ainsi que le patronat qui va essayer de tirer encore plus en avant les différentes petites entreprises qui existeraient et également les artisans pour que les résultats en matière de chômage soient plus mesurables sur le terrain. Les résultats en matière de protection sociale soient plus mesurables sur le terrain. Longtemps resté dans l'ombre, c'est une nouvelle dynamique qui est ainsi en marche au Conseil économique et social, une institution désormais appelée à jouer un rôle important dans le processus de développement économique et social du Bénin. Dans les 14 mois, nous serons un CES VIP, visible, impactant et performant. Retour sur le plateau de cette émission spéciale après justement cette mini-enquête réalisée par notre collègue Ariane Da Silva. Alors, Monsieur le Président, en dehors de tout ce qu'on a évoqué dans cet élément, en quoi ce CES réformé est-il différent? Vous savez, le CS, dans sa formule ancienne, je peux la caractériser plutôt de CS centralisé. Centralisé dans la mesure où tout se passe sur place à Cotonou et le relais sur le terrain n'existait pas. Désormais, nous avons plutôt un CES terrain, donc un CES qui est capable, grâce à ses démembrements, de pouvoir donner la parole aux populations, les écouter et remonter donc les différentes recommandations ou en tout cas constats de terrain pour participer à l'analyse et aux travaux au niveau national. Ça, c'est quand même très important. On peut donc imaginer que c'est vraiment un CES qui est territorialisé. Mais pour aller plus loin, je peux citer 3 caractéristiques majeures, en dehors de ce que nous venons de voir, ou du moins qui résumeraient ce que nous venons de voir. C'est, premièrement, les attributions, c'est de ça dont il s'agit, la description que je viens de faire. Les attributions ne sont plus les mêmes. Désormais, nous avons les attributions anciennes, c'est-à-dire donc faire des études, des recommandations, opiner sur les projets de développement, sur les différentes politiques publiques, etc. Mais en plus, nous avons ces nouvelles prérogatives qui sont territorialisées.
c'est un enjeu majeur. C'est vraiment toute la puissance qui désormais dévolue à cette institution-là. Et nous aurions tort de ne pas l'habiter, nous, conseillers, pour faire vivre l'esprit qui est derrière cette loi-là. Le deuxième élément qui est fondamental, il faut le citer, c'est l'effectif. De 30, nous sommes maintenant à 117. 9 par département, 9 au niveau national avec les 12 coordonnateurs départementaux. C'est-à-dire que nous sommes capables de travailler directement avec les populations par l'organisation, par l'architecture donc de l'institution. Ailleurs, nous avons des CS nationaux, des CS régionaux, mais qui ne composent pas ensemble. Donc c'est vraiment une belle innovation. La troisième qui est importante, il faut le signaler, c'est quand même ce magnifique moment que le président de la République a bien voulu structurer, organiser par le séminaire du 30 mai dernier, où on a vu à la fois tout le gouvernement, c'est-à-dire tous les ministres conseillers également, tous les préfets, tout le Conseil économique et social et toute la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Donc, 3 institutions qui se sont mises ensemble pour dire comment nous allons travailler, comment nous allons faire en sorte que le CES puisse faire son travail. Et ça, c'est magnifique. Je pense que cette volonté-là de pouvoir permettre au Conseil économique et social de fonctionner va en droite ligne avec la loi telle qu'elle a été imaginée. Donc, pour moi, le nouveau Conseil économique et social, c'est celui-là. C'est celui qui a donc de nouvelles attributions, des attributions qui concernent nos populations. C'est vraiment majeur. Les attributions qui permettent, avec un effectif plus important, de pouvoir adresser les besoins dans les territoires, des prérogatives qui permettent aux institutions de communier, d'être ensemble pour faire avancer donc les besoins des populations et donc réformer le pays comme il se doit. Oui. Alors, Monsieur le Président, dans sa composition, on a vu que ça fait beaucoup plus de membres. Vous avez dit on est passé de 30 conseillers auparavant, aujourd'hui à 117, si mes souvenirs sont bons. Mais parmi tous ces conseillers, il y a de grandes figures du landerneau politique. Est-ce que ceci n'affecte pas un peu le caractère non partisan que devrait avoir le Conseil économique et social? C'est plutôt une chance. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, les gens se disent: «Moi, tiens, il a déjà été ministre, il a déjà été 3 fois député, il a été 15 fois maire» et cetera. Donc c'est une récompense. On vient lui donner un cadeau. Et Vous donc ne voyez pas ça comme ça? beh, écoutez, moi, je pense que c'est plutôt une chance. Parce que quand je suis dans un territoire, je suis dans un département, j'ai la chance d'avoir parmi mes collègues du département un ancien maire, un ancien député. Mais il a déjà fait toutes les rues de la commune. Il a déjà fait toutes les communes du département. Donc il connaît les problèmes. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir être très vite informé et de réfléchir avec lui sur les solutions qui sont locales. Donc je pense que c'est mieux d'avoir des gens qui connaissent le terrain, qui ont expérimenté le terrain, y compris qui ont déjà échoué sur des choses et donc du coup, nous préservent de l'écueil que cela représente. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment une chance et je vais vous dire la deuxième partie qui répond à la question non partisane. C'est vrai, heu, la plupart de mes collègues sont membres de partis politiques. Et alors, effectivement, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir, et je n'en doute point, que c'est des gens responsables qui savent quelle est la mission qui leur est confiée au niveau du Conseil économique et social. Quand on est au Conseil économique et social, on ne vient pas au nom d'un parti, enfin, on ne travaille pas avec les populations au nom d'un parti. On travaille au nom du Conseil économique et social. À ce moment-là, dans ces conditions, il n'y a pas de manteau politique à porter. Est-ce que tous les acteurs ont cette compréhension de la chose? Ça fait partie des échanges que nous avons eus. C'est vrai, vous avez raison, mais ça fait partie des échanges que nous avons eus dès le départ. C'est-à-dire qu'il a été question puisqu'on avait une nouvelle loi. Avant, c'était une ancienne loi. Maintenant, c'est une nouvelle loi. Quand il y a une nouvelle loi, il faut réfléchir à comment mettre à jour le règlement intérieur. Dans le cadre du règlement intérieur, qui a fait l'objet de travaux que nous avons exécutés assez rapidement, terminés depuis le 8 avril, donc à peine 1 mois et demi après notre installation, ben, nous avons prévu cela. C'est-à-dire que, heu, dans les textes, et c'est ce qui est convenable pour tout le monde, puis ça a été voté, c'est qu'un membre de l'institution, déjà, je suis le responsable en matière de communication vis-à-vis de l'extérieur, la presse et cetera.
responsabilités que je peux déléguer, bien entendu, mais les collaborateurs, les collègues, pardon, conseillers, selon les besoins dans certains endroits, pourraient également, dans certaines conditions définies au règlement intérieur, intervenir. Ça serait très simple de rappeler cette règle-là, mais jusqu'à présent, il y a déjà eu quelques interventions et nous n'avons pas dérogé à la règle. Donc je pense que nous pouvons compter, vous l'avez dit au départ, c'est des gens qui ont qui ont travaillé depuis longtemps dans l'escarcelle là de l'État et cetera. Donc c'est des gens responsables et je n'ai pas de doute là-dessus. Pour résumer, moi j'ai une chance, c'est d'avoir des gens qui ont des compétences et je vous le dis, en 100 jours, je peux être fier de ce que nous avons abattu ensemble. Monsieur le Président, vous avez évoqué tout à l'heure ce séminaire organisé par le chef de l'État qui marque une volonté et politique de voir le CS se réformer. Mais à l'occasion, le chef de l'État vous a lancé un défi. Il faut travailler pour que nos concitoyens aient le sentiment que le CES est utile. Alors, comment vous comptez faire ça? Dans ma vision en matière de gouvernance de l'institution, j'ai partagé avec mes collègues et mes collaborateurs que nous avons 3 étapes majeures. La première étape, ce sera de faire en sorte que les gens qui n'ont jamais entendu parler du Conseil économique et social puissent entendre parler du Conseil économique et social. Je me suis donné 3 mois pour ça. Nous y sommes. Dans les 3 mois suivants, c'est-à-dire au bout de 6 mois de gouvernance, l'idée pour moi, c'est que la population soit informée, soit consciente de ce à quoi sert le CES. C'est bien d'entendre parler CES, mais ça fait quoi? Au bout de 6 mois de gouvernance, si nous devons trouver un peu de satisfaction, ça sera dans le fait que les populations sont au courant de nos attributions, en tout cas de quelques-unes. Et enfin, les 3 mois suivants, c'est-à-dire au bout de 9 mois, donc rendez-vous à chaque étape, nous voulons nous assurer que le CES impacte la vie de nos populations. C'est-à-dire que au lieu d'une émission comme celle-là, je vous demanderai, très gentiment, de bien vouloir promener vos micros ou demander aux populations, est-ce que pour elles, le CES a apporté quelque chose ou pas dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur quartier, auprès de leur communauté, etc. Si nous avons fait ces 3 choses-là, se faire connaître, se faire reconnaître et avoir une démonstration de l'impact de nos actions, je pense que la question, elle est bouclée. Oui, mais ceci n'enlève en rien aux autres de croire et de toujours penser que le CS demeure une institution qui a un pouvoir juste consultatif. Est-ce que ça continue de l'être ou comment déconstruire ceci au cœur de la population même? Oh, je pense qu'il faut plutôt, être à l'aise avec cela. Parce que c'est la Constitution de la République qui prévoit le caractère consultatif du Conseil économique et social. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde ne peut pas si l'exécutif suffisait à lui tout seul pour réguler l'ensemble des réformes, pour mettre en place l'ensemble des réformes, prendre en compte les attentes des populations et cetera, ça se saurait en fait. Non, si cet instrument-là existe, c'est qu'il a quelque chose à apporter. Mais je vais être encore plus précis que cela. Quand on donne une clé de voiture, allez, on remet 3 voitures à 3 personnes différentes. On leur dit d'aller d'ici à Karimama. Vous aurez probablement qu'il y aura quelqu'un qui va s'affoler, il va filer. Il va aller très vite, il pourrait même faire un accident. Il y a un autre qui va être plutôt, très modéré, prendre son temps et cetera. Il y en a un autre qui va s'arrêter, à chaque étape pour, acheter, de l'igname et cetera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière de conduire l'institution est importante. La manière de pouvoir faire valoir ses acquis, ses travaux est importante. Avec mes collègues de tous les départements, nous avons travaillé à mettre en place un système de collaboration qui permet d'identifier les actions que chaque département réalise. Et donc, du coup, trouver le moyen de les consolider, de faire une analyse régulière pour avoir à partager avec les autres institutions et le chef de l'État ce que nous faisons sur le terrain. C'est un signe important pour donner de la confiance à chacun et montrer que, du moins, leur donner l'opportunité de pouvoir rebondir sur ce que nous, on leur apporte.
dans le cadre des différentes lois et réformes que ces institutions-là mettent en place. Si nous arrivons donc à avoir un bon leadership, d'accord, qui apporte de vrais sujets autour de la table, on va de fait devenir, je pense, plutôt indispensable dans le dispositif. Et j'y tiens. Ah oui. Alors, ces derniers jours, on vous a vu au cœur de nos départements. Vous avez lancé les premières sessions extraordinaires des CES départementaux. La particularité ici, c'est qu'au niveau de chaque département, il y a un sujet particulier. Pourquoi? Alors, vous savez, nous avions, dès les premiers jours, en tout cas dans le premier mois de notre mandature, on a décidé de faire une tournée nationale pour aller lancer les activités des CES départementaux. De quelle manière? En faisant en sorte d'avoir la représentation de la population, euh, un peu à l'image de la composition du CES. Dans le CES, qui vous souviennent, nous avons des représentants des agriculteurs, des artisans, de la chambre de commerce, des arts et de la culture, mais également des membres issus des partis politiques et d'autres qui sont désignés par le chef de l'État. Nous avons essayé d'avoir un échantillon représentatif donc des populations pour nous enquérir de leurs besoins. Autour de la table, nous avons pu dégager à peu près 120 priorités pour l'ensemble de nos départements. Ces travaux, nous les avons réfléchis, analysés, compilés, d'accord, pour en faire des sujets de réflexion et donc revenir vers les populations de manière concrète. Donc, l'idée, c'est que nous puissions vraiment prendre le pouls. La deuxième tournée a fait l'objet déjà de quelques réponses lorsqu'on peut en disposer pour les différentes populations, mais de sujets également de réflexion qui sont dans chaque département, qui seront abordés dans chaque département comme des sujets d'autosaisine. On va réfléchir, on va discuter avec des experts, on va prendre des statistiques, etc., pour voir dans quelle mesure produire des recommandations efficientes aux autres institutions, notamment au chef de l'État, pour qu'il puisse en disposer. Il lui revient à lui et à lui tout seul de savoir ce qu'il va faire de nos travaux. Et ce qu'il faut noter, c'est quand même que avant que nous puissions aller jusqu'aux différents documents, nous avons des échanges réguliers avec le chef de l'État qui nous permettent déjà de remonter des choses dont il prend la mesure au fur et à mesure de notre action sur le terrain. Donc, j'estime que les remontées sont déjà là et peut-être que très vite, ce sera aux populations de dire l'impact que ça représente. Alors, je voudrais prendre un exemple. En tout cas, on vous a vu discuter, par exemple, de la loi sur la chefferie traditionnelle au niveau de tes départements. Quels sont les retours que vous avez eus de façon spécifique sur cette loi-là? Alors, vous savez que la chefferie dans notre pays, à un moment donné, a été dévoyée. C'est-à-dire que depuis l'arrivée du colon en 1894 jusqu'à ce jour, on a vu que le système traditionnel qui régulait les relations sociologiques ou sociales même de notre pays a été plutôt mis à mal. Aujourd'hui, on a quelqu'un de courageux qui a décidé de mettre un arrêt à cela et de mettre en place des réformes qui servent en même temps à la politique du tourisme dans notre pays, c'est-à-dire valoriser nos traditions, nos us et coutumes pour que désormais ça devienne en plus de cela, c'est-à-dire en plus d'un lien qui nous emmène de la République vers la nation, parce que c'est ça un enjeu, hein, il est important. Hein. Cette loi-là nous permet de pouvoir créer les liens nécessaires entre les populations, mais au sein de la République, pour que nous puissions être une nation forte, d'accord, qui porte des valeurs. Eh bien, vous voyez, il fallait porter ce message-là aux populations. Je ne me souviens pas que depuis le renouveau démocratique, qu'il y ait eu une loi qui ait été présentée aux populations, expliquée aux populations, euh, et qui a fait l'objet de discussions dans tous les départements du pays. Alors forcément, on a des gens qui sont ravis, qui nous disent, vous avez fait une bonne chose. C'est une bonne initiative. D'ailleurs, ne vous arrêtez pas au chef-lieu du département, venez dans les communes, venez parler aux populations, parce que ça, c'est très important pour nous et nous sommes ravis que vous soyez en train de faire cela dans tous les départements. Donc, je pense que c'est heureux, en tout cas, encore une fois, que cette loi a été pensée comme ça. Je parle de la loi organique du CES. C'est heureux que nous puissions aller faire cette explication-là. C'est heureux que nous puissions avoir dans tous les départements des conseillers
qui ont également participé à cela et qui vont disposer désormais d'un document qui va leur servir à pouvoir descendre dans les territoires pour continuer ce travail-là. Donc, je pense que c'est plutôt, pour ma part, c'est plutôt une très, très bonne chose. Alors, Monsieur le Président, Éric parlait tantôt de la loi sur la chefferie traditionnelle. Quels sont les retours d'expérience que vous avez, surtout de la part de ceux qui ne sont pas contents de cette loi, puisqu'il y en a aussi? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Alors, ceux qui ne sont pas contents de cette loi-là, il y en a eu dans plusieurs départements, d'accord? Mais nous sommes une institution qui venons expliquer quelque chose. La pédagogie utilisée pour expliquer la loi est la clé qui nous permet de désamorcer la colère, si lorsqu'il y en a, mais rassurez-vous, quand on est arrivé dans un département et qu'on a vu des gens qui n'étaient pas très contents, quand on partait du département, on a vu des gens qui étaient rassurés. Donc ça, c'est quand même important. Alors, il faut leur demander de venir à la lecture de la loi en ne regardant pas uniquement leurs, entre guillemets, leurs intérêts à eux personnellement. On est en train de construire la nation. Est-ce que cette loi-là, elle est valable pour la nation? Ça, c'est vraiment une clé de lecture qu'on les invite à utiliser pour aborder la loi. Ça, c'est un. Deuxièmement, on leur explique que, en fait, notre organisation sociale dans notre pays a été cassée à l'arrivée du colon en 1894. Donc, c'est le point de départ qui a servi pour la partie méridionale et 1897 pour la partie septentrionale. C'est ça qui a servi aux différents experts, et non pas des moindres, qui ont été organisés et qui ont travaillé pendant 2 ans et demi pour sortir cela. Troisième élément qui est plutôt important, c'est que nous leur disons que la loi, elle n'est pas fermée. Si vous pensez que vous avez des preuves de votre existence, de l'existence de votre royaume dans cette période-là, face à ces critères-là qui vous sont expliqués, venez en parler avec des preuves. Et à partir de ce moment-là, le chef de l'État peut reconvoquer, donc peut demander à ce qu'il y ait une relecture de la loi. Et quand on dit cela, les gens sont apaisés. Ils se disent, mais on n'est pas venu nous imposer quelque chose. On est venu nous l'expliquer. Moi, je vais vous raconter, quand on était à Kandy, il y a un monsieur, un responsable, un sage, un responsable traditionnel, du haut de ses peut-être 70 ou 75 ans, nous a sorti des documents. Il nous a dit, voilà, puisque vous le dites, voici mes documents. Et nous les avons pris et nous allons donc on va dire l'étudier, le regarder et surtout le transmettre à qui de droit, d'accord, pour que la démarche puisse être entamée. À propos de sujets abordés dans les départements, Monsieur le Président, dans ce reportage de Rodrigue Bababeto, retour sur quelques préoccupations posées par les populations dans la Liborie et la Dongar. Il est à peine 7 heures au quartier Bagri, sur les hauteurs de Natitengu. C'est de l'alcool, bien sûr, mais accompagné des racines. Nous venons tous les matins. On est obligé parfois de prendre peut-être un verre ou bien 2 verres pour quelqu'un qui est bien responsable, qui est sage. Une dépendance à l'alcool partagée de plusieurs jeunes dans la cité des Nantos. L'alcool frelaté coule à flot dans les kiosques dès le lever du jour et les bouches pour s'abreuver ne désemplissent pas, comme ici, au quartier Oriouré. Des scènes risibles pour certains, mais tristes et douloureuses pour les autorités locales. Les multiples initiatives mises en œuvre n'ont pas réussi à enrayer le phénomène dans le département. À l'occasion du lancement des activités des conseillers du CES, le préfet de la Takora nourrit l'espoir d'un changement de donne avec de nouveaux alliés. Nos défis de développement nous imposent une étroite complémentarité, notamment dans l'épineuse question de l'alcool frelaté, ce poison mortel qui décime notre jeunesse. En sauveur de la jeunesse de la commune, le CES veut attaquer le mal à la racine. Les débats vont durer près de 2 heures et à l'arrivée, une lueur d'espoir se dessine pour adresser non seulement le phénomène de l'alcool frelaté, mais aussi l'insécurité sur les sites aurifères, l'emploi des jeunes et la question du foncier. Le problème de l'alcool frelaté est le problème numéro 1 que nous allons mettre en tête, sachant qu'en essayant d'aborder ce sujet pour le traiter, nous allons par ricochet traiter d'autres sujets que vous avez évoqués. J'ai bien noté la question de l'orpaillage,
donc la difficulté par rapport à l'eau, tout ça est noté, nous allons l'aborder. J'ai noté également la question donc, de l'immigration, qui pour notre discussion au sein du CES semble être un problème davantage lié à la Donga en termes de sortie du territoire. La Donga, située au sud de la Takora, est connue pour être le département où sévit le plus le phénomène de l'émigration. Avec près de 545 000 habitants, il enregistre plusieurs voyages de tous les risques par des jeunes à la recherche de l'Eldorado. Je suis une fois sorti pour aller dans le désert pour pouvoir traverser l'eau, mais à mon arrivée en Algérie, les conditions n'étaient pas favorables pour moi, raison pour laquelle je suis revenu dans mon pays. Le mal est profond. À l'écoute du cri de cœur des autorités locales lors de l'installation des conseillers du CES dans la Donga, Conrad Baguidi trouve impératif d'œuvrer pour l'endiguer. Tout le monde va devoir être mis à contribution, aussi bien du point de vue de la formation que l'ouverture des débouchés, pour que donc, chacun puisse améliorer son pain quotidien, comme on le dit, pour avoir une meilleure pitance pour sa famille. L'appel est lancé pour un sursaut collectif avec à la clé une Donga sans émigration. Une tâche en apparence rude qui s'ajoute aux multiples défis à relever par Conrad Baguidi et son équipe pour faire du CES un véritable levier de l'efficacité de l'action gouvernementale publique. Merci à Rodrigue Babagbeto. Alors, Monsieur le Président, comme ailleurs, ici à Parakou où nous sommes, les populations ont quelques préoccupations que nous allons d'ailleurs recueillir et on commence déjà avec ce charmant public et puis le tout premier, il est avec nous. C'est à vous le micro. Marik Fadjebe, enseignant de français et journaliste de formation. Je voudrais d'abord saluer la dynamique que vous impulsez au Conseil économique et social. Alors, le Bénin, c'est aussi les jeunes, c'est aussi les femmes et les personnes vivant en zone rurale. Je veux savoir ce que vous pensez faire pour que les préoccupations de cette couche, enfin de ces couches sensibles soient prises en compte. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers journalistes et enseignants. Je suppose à Parakou. Je pense que c'est une question qui est très intéressante parce que ça amène à... je la prends comme étant, vous êtes en train de vous occuper des gens d'un certain âge à travers l'explication de la loi, par exemple, sur la chefferie traditionnelle. Mais on vous regarde et nous, jeunes, qu'est-ce que vous nous dites? Hein, et les femmes, mais bien sûr, vous avez raison. Quand je prends notamment les jeunes, nous avons eu l'occasion de discuter dès les premiers jours. Je pense même que c'est la première audience que j'ai accordée au directeur général de la DPME sur justement les préoccupations liées à l'entrepreneuriat, à la jeunesse, etc. Parce que l'exécutif fait beaucoup de choses dans notre pays. Mais malheureusement, il semble que, tout comme je disais pour la loi, les jeunes ne sont pas au courant, notamment les jeunes qui sont dans les territoires. Nous pensons que l'un des enjeux majeurs que nous devons faire, c'est déjà de faire en sorte que toutes les dispositions qui existent, tous les dispositifs également qui existent en faveur des jeunes, qui leur permettraient donc de pouvoir, on va dire, s'épanouir du point de vue social et économique, il faut qu'on leur mette à disposition, quel que soit là où ils se trouvent sur le territoire. Donc ça fera partie des travaux que nous allons faire bientôt. Mais nous avons eu d'autres audiences également qui sont orientées plutôt par rapport à l'artisanat, par rapport à l'agriculture, et nous sommes en train de réfléchir à comment faire en sorte que vous soyez informés. La jeunesse doit pouvoir être informée pour pouvoir rebondir, faire des choix, cocher des cases sur tous les ingrédients qui lui sont mis à disposition pour pouvoir s'épanouir. Donc, je pense que c'est une préoccupation qui est majeure. Et je répète, nous sommes là pour accompagner l'action publique. C'est ce que fait le CES. Donc l'action publique, à la fois donc menée par l'exécutif, menée par les autres institutions. Donc je pense que très vite, dans les mois qui viennent, nous ferons le travail nécessaire. Vous serez sollicités. On va inviter les jeunes à venir discuter dans les différents territoires et ça sera mené par donc nos CES départementaux, mes collègues de chaque département, pour que ce travail-là puisse être fait. Au niveau des femmes, vous voyez, je prends un exemple, mais ça n'est qu'un exemple. J'ai discuté en audience avec le ministre de la Santé récemment et nous avons pensé qu'il était bon
que prochainement, par exemple, nous puissions, comme nous avons commencé à le faire sur la loi sur la chefferie traditionnelle et la sauvegarde des aires culturelles de notre pays, nous puissions également mettre en valeur et aller expliquer aux femmes euh, toutes les dispositions qui sont votées sur la santé sexuelle reproductive des femmes. Ça, c'est très important, vous voyez? Et donc, du coup, chez monsieur le journaliste, vous nous verrez sur le terrain, on ne va pas oublier les jeunes, on ne va pas oublier les femmes, on va parler à toutes les populations du Bénin et on va faire en sorte que le CES puisse impacter leur quotidien pour un meilleur vivre, pour un bien vivre autour d'eux et pour eux. Et sur la première question de notre intervenant, avant de laisser le second poser sa question, la question de l'entrepreneuriat. C'est un monde que vous maîtrisez parfaitement. Vous avez fait vos preuves en Côte d'Ivoire, en France, mais aussi au Bénin. La question de financement. Au niveau de nos départements, il y a peut-être une forme de discrimination, justement, pour ces jeunes qui se retrouvent au niveau de nos communes. La question de la formation aussi. Les jeunes, il ne faut pas qu'on leur mette dans la tête que c'est par le financement que commence l'entrepreneuriat. J'en suis la preuve vivante, j'ai créé ma première entreprise avec 1 euro. C'est d'abord l'idée. Il faut les accompagner sur l'idéation. C'est-à-dire quand ils veulent mettre en œuvre un projet, il faut qu'ils puissent trouver les bonnes idées pour pouvoir les mettre en œuvre. Ici, par exemple, je prends le cas de Parakou. Nous avions dans les différentes attentes qui ont été exprimées ici lors de notre première tournée, on a eu cette demande qui consiste à dire nos jeunes sont diplômés, mais ils ne sont pas habitués aux outils informatiques. Vous voyez, ça par exemple, ça fait partie des choses que nous pouvons faire. On n'a pas besoin d'aller faire une recommandation spécifique au chef de l'État dans tous les cas. Il suffit qu'un partenaire veuille mettre en place un centre numérique, et on en connaît, ben on va voir dans quelle mesure les responsables locaux pourraient mettre à disposition le matériel nécessaire. Et tout de suite, sans attendre des semaines et des mois pour aller à des lois, on peut tout de suite commencer à accompagner les gens. Ce n'est pas forcément le CES qui le fait, mais c'est le CES on va dire, qui structure cela, qui organise cela, qui favorise le fait que ça se mette en place. Et nous allons le faire, par exemple. Ici à Parakou, vous pouvez considérer cela comme une promesse, chers jeunes. Il se un certain nombre et puis afin d'impatience, justement, de vous soumettre d'autres préoccupations, nous allons suivre le second intervenant. Merci. Je suis Ahmed Yaro Dankoro, entrepreneur résident à Parakou. Alors, Monsieur le Président, notre pays traverse des défis économiques et sociaux très importants. Alors, j'aimerais savoir le rôle que joue le CES dans la recherche de solutions adéquates. Merci. Écoutez, c'est une belle question qui, qui nous, qui nous ramène quasiment au début de l'émission. On ne va pas la refaire. Mais vous avez commencé, je suis certain, à voir en tout cas j'espère, quel est le rôle que joue le CES là-dessus. Mais si vous m'avez suivi, j'ai dit que ma vision était de faire en 3 mois que le CS soit connu, en 6 mois que le CS soit reconnu et en 9 mois que le CS impacte. En tout cas, qu'on ait des témoignages à cet effet. Euh, vous avez commencé à voir notre rôle, celui de l'écoute, celui d'identification des enjeux, des préoccupations, celui de pouvoir informer et également de pouvoir relever vos attentes pour en parler aux différentes institutions. Donc, quelque part, nous sommes, on va dire, l'observatoire donc, des situations socio-économiques des populations. Donc, on va, on va être force de proposition lorsque, par exemple, on voit qu'il y a des initiatives à prendre pour changer des choses. Je viens de donner l'exemple d'un centre numérique qui pourrait apporter des choses, mais on va aller au-delà de ça. Lorsque nous allons voir qu'il y a des situations qui préoccupent, je vous donne un exemple. La question sur la transhumance, c'est-à-dire la divagation des bétails, etc., les conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est des éléments sur lesquels l'État a déjà pris des dispositions. Nous allons, grâce à notre présence sur le terrain, à nos échanges avec les différentes parties prenantes, nous allons apporter des éléments complémentaires pour permettre à la loi d'évoluer ou alors pour permettre une meilleure mise en œuvre de la loi. Donc, je pense qu'il faut que vous nous suiviez, que vous puissiez être attentifs à ce que nous faisons. Sachez que nous sommes vos partenaires parce que nous sommes dans les territoires, parce que nous discutons avec les jeunes, les femmes, les plus âgés pour que ça avance. Donc, nous sommes des partenaires, des associés pour de meilleures conditions de vie, à la fois sociales et économiques dans votre environnement. Suivez-nous et venez avec nous pour qu'on soit ensemble pour bâtir le pays.
Monsieur le Président, nous continuons avec nos intervenants, en tout cas nos participants à cette émission. Nous avons Monsieur Alassane Seydou qui a aussi une question pour vous. Très bien. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir d'avoir cette occasion en or de faire face au président et qui, je dirais, est venu nous donner encore une offre de soulagement. Et le CES, comme nous l'entendons, je pense que c'est maintenant que nous avons compris qu'en quelques mois de votre prise de fonction, sa revitalisation avec votre dynamisme et tout ce qui s'ensuit. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est jamais trop tard de bien faire. La question que j'ai à vous poser pour être beaucoup plus aguerri est de savoir les vrais pouvoirs du Conseil économique et social, en abrégé CES. La seconde et dernière question est de savoir les différents parcours que vous faites. Est-ce que vous pouvez avoir une influence ou un impact sur les décisions gouvernementales? Merci, Monsieur le Président. Je pense que votre question ressemble un peu à la question de monsieur l'entrepreneur de tout à l'heure, monsieur Yaron. Vous êtes en train de penser que le CES n'est pas fort, quoi, n'a pas de pouvoir, etc. Mais vous allez voir, je vous ai dit, et j'insiste, c'est la capacité à habiter une fonction qui fait la fonction. On peut même vous dire que vous êtes un chef puissant. Si vous-même, vous n'habitez pas la fonction, vous serez faible. D'accord? Donc, il faut d'abord la foi en ce qu'on a envie de faire, en ce qu'on choisit de faire. Et cette foi-là, je pense que nous sommes en train de la démontrer. Et donc, vous verrez que les vrais pouvoirs du CES seront visibles grâce à l'implication de chaque conseiller, à l'implication du bureau du Conseil économique et social et à mon implication, bien entendu, moi-même en tant que président de l'institution. Parce que si nous sommes capables de faire des travaux pertinents, si nous sommes capables de faire des réflexions pertinentes, de produire des analyses pertinentes, on va de fait démontrer à tous, institutions comme population, que réellement nous avons une utilité. C'est là le pouvoir. Le pouvoir de quelqu'un, c'est sa capacité à pouvoir faire changer ou à faire réagir l'autre en fonction d'une situation donnée. Si le CES démontre cela par ses actions, la prochaine fois qu'il va y avoir une loi, attention, est-ce que le CES est au courant? Quel est l'avis du CES? Ça va devenir naturel. Donc c'est ça, moi, la réponse que j'ai envie de vous donner pour votre première question. La deuxième question, elle est liée à la première. Elle est liée à la première parce que plus vous et moi, c'est-à-dire population et Conseil économique et social, nous allons travailler ensemble. Naturellement, ça sera même à partir de ces territoires que vont remonter les besoins de légiférer. C'est-à-dire que la gouvernance exécutive va pouvoir utiliser un rétroviseur. C'est-à-dire donc que nous a remonté le CES. Quelles sont les activités qui ont eu lieu? Ah, mais ce sujet, ils l'ont déjà traité. Allez, on va leur demander d'y retravailler pour que nous, maintenant, puissions prendre les décisions nécessaires. Donc, je pense que cette question-là, et elle est belle, elle nous interpelle, chaque conseiller du CES, que nous soyons au département, au niveau national, nous avons à travailler, à démontrer notre capacité à agir. Mais ça passe par le fait que nous puissions nous-mêmes avoir cette conviction-là, cette foi en ce qu'on a envie de faire. Et je pense que nous sommes majoritairement dans cette lancée-là. Ouais. Monsieur le Président, on va terminer avec Mariam, qui, elle, n'a pas véritablement une question à poser, mais plutôt un témoignage à faire sur les actions du CES, ce qu'elle a remarqué ces derniers mois. Mariam. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis née Malam Idi. Mon prénom, c'est Mariam. Et je suis invitée à votre première séance par l'Association du développement de ma commune, section Parakou. Et je suis arrivée à la séance, j'ai vraiment apprécié vos actions. J'ai vraiment apprécié votre installation. Et vous et votre suite, toute la présentation a été très bonne. Et tout ce que vous avez dit, nous avons suivi. Monsieur le Président, le jour même, vous avez accueilli, c'est-à-dire les besoins de la population.
la population a exprimé ses besoins, surtout sur la violence des policiers dans ce pays. Les policiers vraiment étaient trop violents. Et nous avons tous suivi. Après votre départ, c'est ça que j'ai répété la dernière fois. Moi, j'ai constaté que ça diminue. Même si ce n'est pas fini, la violence des policiers a vraiment diminué. C'est ça que je voudrais vous remercier. J'ai compris que vous avez rendu compte. Le jour, je vous remercie sincèrement. J'ai aussi remercié le préfet et le département. Merci, Monsieur le Président. D'accord, c'est déjà un impact dans la vie de nos populations, les violences policières qui ont diminué en tout cas, selon notre intervenant. Merci beaucoup, madame. Mais théoriquement, on applaudit ça, non? Tiens, on applaudit madame, ils veulent demander. Merci beaucoup. Oui, mais ceci me permet tout de même, Monsieur le Président, de savoir si vous allez pouvoir continuer avec ces moments d'échange avec la population, puisqu'elle est revenue sur ce qu'elle a déjà vécu avec vous. Est-ce que ces moments vont continuer? Je pense que c'est indispensable, mais avant, je voudrais dire donc merci à Madame Mariam pour son témoignage et relever deux choses. La première, c'est que je l'ai dit, je pense que la police ne peut pas être violente. Elle est peut-être peut-être un peu, on va dire, engagée, trop engagée. Je vais nuancer cela parce que c'est quand même pas facile leur travail au quotidien. Mais c'est vrai, nous avons très vite, suite à cette séance-là, avec la coordonnatrice et ses équipes, ainsi que le préfet et donc mon bureau, nous avons travaillé sur le sujet pour que effectivement il y ait un meilleur dialogue, une meilleure entente. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai dit quand même que j'attendais dans 9 mois que vous promeniez vos micro-trottoirs. Nous sommes à 100 jours et j'entends un témoignage. Je pense que au nom des membres du Conseil économique et social de tous les départements, ça peut être une petite fierté quand même qu'il faut qu'on récupère. Et on remercie Madame Mariam de nous permettre, de nous donner ce baume au cœur pour qu'on puisse travailler et avancer. Mais pas de question, monsieur Yaka, ça devient vital pour nous, à la fois que les CES des départements puissent faire un travail dans les communes et le plus loin possible, mais nous devons également être en contact. C'est-à-dire, nous, quand je dis nous, c'est moi-même et puis le bureau, nous avons aussi ce besoin-là d'être en contact des réalités terrain parce que si nous continuons de rester à Cotonou pour qu'on nous envoie des rapports, à un moment donné, on va perdre la boussole. Donc je pense que c'est quelque chose qui est indispensable et moi, ça me fait pas peur la route, je suis prudent, c'est sûr, mais nous allons continuer ce travail-là et comme je l'ai dit au début, le rythme ne va pas baisser. On va continuer parce qu'il y a une urgence à écouter les populations, à remonter des choses et à participer avec tout le monde à la construction de cette nation, notre nation, le Bénin. À la suite de madame Mariam, monsieur le président, nous allons bientôt finir. Une dernière question, tout de même. Le chef de l'État vous a lancé un défi en vous confiant ce mandat de transition de 15 mois pour impacter au cœur de ce dispositif institutionnel de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut réussir en priorité, justement, dans ce délai quand même un peu serré? J'apporte une petite nuance à vos propos. Le chef de l'État m'a désigné au niveau national parmi les membres de l'institution et ces derniers m'ont fait confiance en m'accordant le privilège de présider l'institution. Et donc, il nous a lancé un défi à tous, pas qu'à moi. Il nous a lancé un défi à tous. Qui vous souviennent, c'était le 24 février au moment de notre installation. L'élection a eu lieu le 26 février. Donc, chacun de nous est habité par ce défi-là parce que nous avons envie de le relever. L'idée, c'est quoi? C'est que, et on se l'est dit, nous fassions en sorte que, plus jamais, cela n'effleure l'esprit de quelque dirigeant que ce soit de pouvoir supprimer cette institution-là. C'est ça ce qu'on veut réussir à faire. Que ça devienne naturellement une institution pivot réellement comme d'ailleurs elle a voulu la loi. La loi nous a donné des prérogatives qui sont très intéressantes que nous devons apprendre à utiliser, à bien orchestrer pour réaliser nos missions. Donc, vraiment l'enjeu serait donc de faire en sorte que chacun de nous puisse faire en sorte que au soir des 16 mois qui nous ont été confiés, de mandat de transition, que nous soyons plutôt, je dirais, applaudis. C'est ça l'idée. Donc nous allons travailler dans ce sens-là par le fait, comme je vous ai dit, de faire que le CES soit un CES visible,
un CES impactant, un CES performant, visible par ce que nous faisons, par nos actions sur le terrain, impactant par des témoignages qu'on peut avoir, performant par l'action de nos collaborateurs internes qui sont quand même à féliciter parce qu'ils travaillent aussi dans ce rythme-là que vous voyez. Et donc, grâce à eux, on va avoir un CES visible, impactant et performant, un CES VIP. Monsieur le Président, ça va être la toute dernière question. Si vous deviez résumer en une seule phrase votre ambition pour le CES transitoire, quelle sera cette phrase-là? Faire du CES une institution qui fait participer les populations à la construction de la nation béninoise. Tout simplement. Tout simplement. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président César Yakar. C'est déjà la fin de cette émission spéciale avec le président du Conseil économique et social. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Merci à tous pour l'attention. Merci particulier au public de Paracourt. Merci vraiment à tous nos participants. Merci aussi à HECM, la Haute École de Commerce et de Management, qui nous a justement servi ce cadre pour cette émission. Bonne suite des programmes sur nos différentes chaînes de télévision.